Bienvenue à vous toutes et à vous tous et merci d'être avec nous pour cette émission avec Judith sur YouTube Première de France 24 et toutes les plateformes de podcast. Mes invités reviennent sur les parcours dans leur vie, les changements dans leur vie, les circonstances et leurs conséquences. Bonjour Marthe Brejon. Judith. Vous êtes l'une des rares chefs à Paris à proposer des pizzas au levain dont vous pétrissez la pâte à la main. Vous associez un savoir-faire complexe avec des produits italiens choisis minutieusement. Et vous êtes une pizzaiola reconnue et de plus en plus connue. Vous avez même conquis la Villa Médicis à Rome. Et aujourd'hui, vous êtes désormais une chef de cuisine indépendante. Vous êtes née et vous avez passé votre enfance à Lille. Votre père était directeur du Musée des Beaux-Arts à Lille, spécialiste de la peinture italienne du XVIIe siècle. Votre mère, elle était historienne, spécialiste des dessins italiens également du XVIIe. Et chez vous, il y avait des tableaux partout. C'était un peu comme un musée. Vos parents ont une petite maison en Italie, Campanie. Vous n'avez pas fait des études comme vos parents dans le domaine artistique, mais est-ce que vous pensez que cette ambiance familiale, elle a créé chez vous cette passion pour l'Italie, ce goût pour la création et ce besoin de créativité ? Oui, sans doute. Je pense que j'ai baigné dans la culture depuis bébé. En vacances, on nous amenait, on nous trimballait dans les musées, les églises. Voilà, donc j'ai tout de suite été baignée vraiment dans une ambiance italienne. Et le fait d'aller en Italie tous les ans, je pense que mon amour de la cuisine a commencé par l'amour de la cuisine italienne. Voilà. Et alors, après votre bac, vous avez fait des études de lettres supérieures puis d'histoire. Oui. Alors, pourquoi vous avez bifurqué vers la grande cuisine, c'est-à-dire l'art de la table ? Parce que je me projetais pas en fait avec un métier dans ce milieu-là. Je voulais pas devenir prof d'histoire. Je voulais pas faire de recherche non plus. J'avais pas envie de passer l'agrégation parce que j'avais déjà passé 2 fois Normal Sup que j'avais raté. Donc ça me correspondait plus et j'ai fait ce stage en Tunisie après mon master, après mes études. Et j'ai passé 1 an assise à un bureau derrière un ordinateur et je me suis dit non mais c'est pas possible, je peux pas passer ma vie assise et j'ai envie de faire quelque chose de mes mains, hein, c'est banal mais je sentais que voilà. Et donc du coup pendant cette année en Tunisie, j'ai postulé à 3 écoles de cuisine parce que depuis petite, je disais à mes parents que je voulais devenir cuisinière. Et donc j'ai postulé, je suis rentrée à Paris faire les entretiens et j'ai été prise. Donc voilà, après 1 an de stage, j'ai repris les études en fait. Bon, on va revenir à la prestigieuse école Ferrandi, Oui. Mais vos parents, ils n'étaient pas favorables à votre idée de vouloir faire de la cuisine. Non, alors pas du tout. que vos grands-parents, eux, Oui. ils aimaient cuisiner, et notamment votre grand-père. Oui, mon grand-père adorait cuisiner. Vraiment, il faisait de la pintade aux griottes, du lapin à la moutarde, vraiment des côtelettes d'agneau présalées du Mont-Saint-Michel. C'était vraiment, pour un homme de cette génération, il cuisinait très très bien. Et un jour, il m'avait dit on ouvrirait un restaurant tous les 2. Donc là, pour moi, j'y croyais. Et ma grand-mère aussi, qui est très très bonne cuisinière. Mais mes parents, non, c'était les études, passe ton bac d'abord. Et ils me disaient toujours, être cuisinier, tu n'auras pas de vie de famille. C'était la grande phrase qu'ils me répétaient sans cesse. Donc vous avez démenti. J'ai démenti, oui. J'ai 3 enfants et chef de cuisine aujourd'hui, donc c'est possible. Après, c'est vrai que c'est des sacrifices. Ouais, mais alors votre grand-père, donc qui aimait tant cuisiner, quel était le métier de votre grand-père ? Il était professeur d'économie à la Sorbonne. Et donc c'était un cuisinier, un intellectuel au fourneau ? Oui, c'est ça, complètement. Et comment ont réagi vos parents et votre entourage quand vous avez décidé réellement de vous mettre à la cuisine ? Notamment vos frères, votre sœur, quelles ont été les réactions autour de vous ? Alors mes frères et sœurs, je pense qu'ils me voyaient bien dedans, donc ils m'ont soutenue. Et mes parents, oui, un peu affolés en se disant mais qu'est-ce qu'elle va faire avec son CAP de cuisine en poche ? C'est vrai que c'est pas les mêmes milieux. Voilà, c'est pas notre milieu. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de cuisiniers qui engendrent des fils cuisiniers. Et voilà, alors que nous, non, pas du tout. Donc je pense qu'ils ont eu peur, mais comme j'ai eu Ferrandi justement, ça les a sûrement un peu soulagés parce que c'est quand même prestigieux, c'est une des meilleures écoles de France, donc. Je pense que cette partie-là les a rassurés. Les a rassurés, oui. Et donc vous êtes quand même la seule finalement dans la famille à avoir choisi la cuisine. Oui. Bon, donc vous avez suivi une formation dans une école prestigieuse, vous l'avez dit, l'école Ferrandi, une école excellente mais très chère. Racontez-nous déjà cette école.
Moi, ce que j'ai trouvé très bien, c'était que du coup, je venais du public. J'ai fait Hippocagne et Cagne, c'est public, c'est pas payant. Et après, là, j'ai fait un master à la Sorbonne. Et donc, c'est vrai que j'ai toujours eu ce cursus public. Et pour la première fois de ma vie, mes parents ont très gentiment accepté de me payer le CAP dans cette école privée. C'est un peu terrible à dire, mais je me suis rendu compte de la différence entre le public et le privé. C'est-à-dire que là, on était une classe de 10 et les chefs étaient aux petits oignons pour nous transmettre leur savoir, nous apprendre des choses avec une super pédagogie et puis nous pousser après pour notre avenir à la sortie du CAP de ce qu'on allait faire. Et alors que je venais de classes où Hippocagne-Cagne, on était une quarantaine, c'est un peu... Et la Sorbonne, n'en parlons pas, c'est les amphithéâtres... où c'est très facile quand même de décrocher, avec les plafonds qui partent parfois en lambeaux. Donc j'ai vu quelque chose de complètement différent où tout est fait pour vous aider à avancer, à apprendre dans des conditions optimales. Mais c'était combien à l'époque, une année d'études chez Ferrandi? Alors, je crois que ça a quand même pas mal augmenté. Et à l'époque, c'était 7 ou 8 000 euros. Ouais, donc il faut pouvoir... Ouais. Donc vos parents vous ont soutenu financièrement dans cette... tout à fait. Après, je vivais chez eux à cette époque-là. Donc, j'étais nourrie, blanchie, logée, nourrie, blanchie. Mais oui, tout à fait. J'ai eu beaucoup de chance. Après, je pense qu'il y a des systèmes de bourse qui existent, comme dans toutes les grandes écoles. Et vous êtes resté combien de temps? Alors, c'est un CAP pour adultes en reconversion. C'est un CAP d'1 an. D'accord. Voilà, donc c'était une année, sans doute une très belle année. Donc, à la sortie de l'école, vous avez poursuivi votre formation en travaillant dans des restaurants étoilés. Oui. Et vous dites que c'était très dur. Alors, qu'est-ce qui était très dur? Racontez-nous l'histoire. Beaucoup de choses. Les horaires, parce qu'on était ce qu'on dit en coupure, c'est-à-dire qu'on commence le matin vers 8h ou 7h30, on fait le déjeuner, on nettoie ensuite la cuisine jusqu'à 15h, voire 15h30, et après, faut revenir à 18h, faire le service du soir, nettoyer à nouveau, et finir vers minuit, 1h. Et le week-end, le samedi soir, il faut faire le grand nettoyage parce qu'après c'est fermé en général. Comme l'étoilé où je travaillais était fermé le dimanche lundi, donc parfois on finissait plutôt à 2h30 du matin. Et donc ça c'est tous les jours du mardi au samedi, donc 5 jours par semaine. Ça fait combien d'heures ça par semaine à peu près. Parfois j'ai quasiment fait du 80 heures par semaine. J'ai pas tenu longtemps, j'ai tenu 2 ans. Et après voilà. Quand on était bien staffé, on avait une équipe du matin et une équipe du soir et on faisait pas tous les jours de la coupure. Mais dans la restauration, les gens ne restent pas longtemps. C'est très dur de fidéliser un employé. Donc c'était quand même souvent des semaines à 60 heures. Alors, qu'est-ce qui est dur également? Et la pression du service. Quand on est dans un étoilé, donc moi je sortais de CAP, un CAP d'1 an, autant vous dire que je savais pas faire grand-chose non plus, parce que le CAP, à l'école, c'était chaque jour un plat, puis après on passe à autre chose. Parce qu'il y a un référentiel du CAP pour l'examen, et on fait tous les plats de la tradition, de la gastronomie française. Je sors de là, j'arrive dans cet étoilé italien. Oui, j'avais un peu de méthode, mais en fait, c'est quand même au fur et à mesure des années qu'on apprend et qu'on devient vraiment bon. Donc, il faut avoir quoi? Un geste précis, juste, être précis, rapide. Le plus dur, c'est être rapide. Et en fait, ça s'apprend pas. C'est vraiment avec l'expérience qu'on devient rapide. Et je me rappelle que mes chefs me disaient, au lieu de faire ça, tu dois faire ça. Et oui, et tout était comme ça. Il fallait être rapide dans tout. Et en fait, un service, c'est un balai. C'est magnifique à voir. Mais chacun a son poste dans une cuisine étoilée. Et chacun ne doit pas bouger de son poste. Et tout le monde tourne. Et le chef, c'est le maître d'orchestre. Et voilà. Mais il faut rester à son poste. Il faut être rapide. Il faut envoyer avec précision. Tout doit être chaud. Vous voyez, c'est vraiment... Moi, je sortais de là. J'avais la tête... Vous dites ballet, mais ça ressemble plus, moi ça me fait plus penser à une chaîne de production qu'une chorégraphie. Oui, ça, sans doute un mix des deux. Mais voilà, je me rappelle 2 fois où je venais de commencer et là, j'étais au pass avec le chef pour dresser. Mes mains tremblaient, je faisais ça n'importe comment, l'assiette était horrible. Et là, il me dit, recommence. Et donc, je recommence. Mais sauf que les plats de la table, les autres plats sont prêts. Et donc, je devais recommencer et monter des légumes. C'était... Hyper stressant. Hyper stressant. Et quels sont les rapports hiérarchiques dans les restaurants c'est comme étoilés? l'armée. C'est quand même... Comme l'armée, c'est une brigade. Chef, sous-chef, chef de partie. C'est dirigé majoritairement par des hommes, cette brigade.
Oui, souvent par des hommes, oui. De plus, quoi, on essaie d'exister un peu plus, mais c'est quand même, oui, un milieu très masculin. Le MeToo n'est pas passé par la cuisine? Un peu, mais très, ouais. Pas encore. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Pour parfaire votre formation, vous avez donc travaillé aussi dans une épicerie fine de référence, à Rapp. Et alors ça, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend à choisir sa tomate, sa mozzarella, il y avait très peu de produits frais, c'était plutôt du sec. Donc Alessandra Pierini avait une très belle sélection de fromages, elle avait une 50aine de fromages, de charcuterie. Et ce qui m'intéressait, c'était de découvrir des produits que je ne connaissais pas. Parce que même après 2 ans de restaurant étoilé italien, j'avais une certaine idée de la qualité, mais pas non plus du panel de tout ce que peut offrir les produits de la botte. Et donc du coup, j'ai vraiment appris des fromages dont j'avais jamais entendu parler, des charcuteries. Oui, c'était très intéressant. Et votre source pour tous ces produits aujourd'hui, c'est quand même l'Italie et notamment votre région, la Campanie? Tout à fait. Alors j'essaie de mettre en avant la région où je vais chaque été, donc qui s'appelle le Cilento. C'est une micro-région qui est dans la Campanie. J'essaie de le mettre en avant et tous les étés, je pars en voiture avec mon mari et on va voir les producteurs, fromage, huile d'olive, vin, charcuterie. Mais les faire venir à Paris, c'est pas facile. Et après, évidemment, tout n'a pas été produit dans le Cilento. Donc, il y a des très beaux produits ailleurs, en Calabre, notamment pour l'endouilla, ce saucisson pimenté qui vient de Calabre, que je mets sur la pizza. Voilà, ça, c'est encore plus au sud. Et comment vous arrivez à les sélectionner, à savoir sélectionner les meilleurs produits? Alors, je travaille main dans la main avec un fournisseur qui importe tout d'Italie. Lui, il me propose, si je lui dis, Paolo, j'ai besoin d'endouilla, il me propose une endouilla. Et là, si elle me plaît pas, je lui dis, il faut que tu en trouves une autre. Et parfois, je cherche moi aussi. Du coup, je fais des recherches via Instagram. C'est quand même un outil aujourd'hui assez exceptionnel pour trouver des producteurs. Vous, par exemple, j'aime un chef italien que j'admire. Il poste sur Instagram. Il parle de ce produit. Après, je vais sur le compte du producteur, je peux regarder la gamme de ses produits et après me mettre en contact avec lui. Donc, ça marche quand même pas mal comme ça. Ou alors sur place quand j'y vais. Alors, autre changement, la pizza. Oui. Donc, quand et comment avez-vous fait le choix de vous spécialiser dans la pizza et quel a été votre maître pizzaiolo? Alors, donc j'ai commencé par la cuisine. J'ai fait à peu près, je sais plus trop, 8 ans de cuisine. Et en fait, en allant tous les ans dans le Cilento, je me disais, c'est quand même le pays de la pizza. Maintenant, je suis cuisinière. C'est quand même dommage que j'apprenne pas parce que j'ai cette chance de pouvoir y aller. Et donc, juste avant le Covid, je dis à mon mari, j'étais enceinte, je travaillais pas, et je dis à mon mari, allez, viens, cet hiver, on y va. Je fais un stage et je veux apprendre à faire la pizza. Mon mari très gentiment me dit OK. Et donc j'appelle le pizzaiolo Pietro Manganelli qui tient la pizzeria où on adore en famille tous aller manger tous les étés, c'est rempli, il fait une excellente pizza. Et donc là, je le contacte et je lui dis Pietro, je sais pas si tu vois très bien qui je suis, mais voilà, je viens tous les étés, j'ai de la maison dans le village, je suis cuisinière, je voudrais apprendre. Est-ce que tu veux bien me prendre en stage? Et là, c'était en mois de décembre, donc c'est quand même un peu la saison morte là-bas. C'est vraiment la campagne. Et il me dit oui, viens. Et donc là, on prend nos billets d'avion et on passe tout le mois de décembre là-bas et il m'apprend tous les jours à faire la pizza. Alors là-bas, c'est pas au levain, c'est à la levure boulangère, donc c'est ce cube de levure. Mais c'est déjà énorme et d'apprendre comment on fait la pizza, le boulage, le temps de fermentation, tout ça. Et en fait, j'ai l'impression de... C'est pas comme la cuisine. Je pense que la pizza, c'est un peu comme faire son pain. C'est-à-dire qu'il y a un produit qui sort... Je sais pas, c'est un peu comme le retour aux origines. Vous voyez, le pain, c'est quand même un des premiers aliments que l'homme a créé et a cuit. Je sais pas, il y a un truc très... très charnel, en tout cas. Très charnel, ça vient du fond de l'humanité. Et donc, du coup, cette galette de blé, la pizza, ça m'a un peu rappelé ça et j'ai trouvé que j'étais fière de sortir un tel produit. Alors que oui, j'adore faire le risotto, les pâtes, les lasagnes, je sais très bien les faire, mais il y avait moins ce truc de création. De création, oui. En fait, de l'avoir créé, de la farine jusqu'au produit fini, c'est quand même... moi, j'adore.
Et alors, pourquoi vous avez choisi le levain plutôt que la levure industrielle? Parce que d'abord, c'est beaucoup plus compliqué. Ouais. Et ensuite, quelles sont les qualités particulières du levain? Alors, ouais. Pourquoi j'ai choisi le levain? Parce que je voulais prendre tous les trucs les plus compliqués et essayer de relever le challenge. Si c'est trop facile, ça me satisfait pas? Non, ça me satisfait pas. Mais c'est meilleur au goût? Oui, alors moi je trouve ça évidemment meilleur. J'ai commencé à aimer le levain en mangeant du pain au levain. Parce que donc toujours enceinte, je travaillais pas, je m'embêtais un peu, donc j'ai toujours aimé lire la littérature sur l'actualité de ce qui se passe à Paris mais en France, dans la cuisine. Ça me passionne. Les nouveaux chefs, le mercato des chefs, tout ça, les nouvelles tendances. Et là je suis abonnée à pas mal de magazines et je vois plein d'articles sortir sur le pain au levain. Donc on était en 2019. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bah oui, c'est quoi exactement le levain déjà? Ah ben alors, oui, c'est vrai qu'on devrait peut-être commencer par là. Le levain, c'est de l'eau et de la farine qui fermente, donc on pourrait dire qui pourrit, mais c'est pas très joli, donc on va dire qui fermente, qui vit ensemble. Voilà, c'est tout. C'est de l'eau et de la farine. Rien d'autre. Ensuite. Et alors, je goûte ce pain au levain et en fait, je comprends qu'il y a des qualités gustatives. C'est un peu acide. Moi, j'aime beaucoup tout ce qui est acide et amer. Le pain au levain est beaucoup plus acide. Il y a une gamme aromatique qui est beaucoup plus large qu'un pain traditionnel et il se conserve une semaine. C'est-à-dire qu'un pain normal, un pain blanc, la baguette, au bout de 24 heures, elle est bien sèche. Hein. Oui. Et ben là, et le pain aussi. Et là, c'est un pain qui se conserve beaucoup plus longtemps. Donc c'est beaucoup plus intéressant. Et le levain mobilise dans la farine les bonnes vitamines, vitamine B notamment, du magnésium, voilà, plein de choses qui sont bonnes pour la santé. Et dernière chose, le levain prédigère le gluten présent dans la farine, dans la pâte à pizza pour mon travail. C'est-à-dire qu'il va découper le gluten pour le rendre beaucoup plus digeste. Et donc moi, quand on mange ma pizza, on n'a pas le ventre qui gonfle. On n'a pas soif la nuit, parce que moi je mets très peu de sel par kilo de farine dans ma pâte. On peut travailler, je le dis, je le répète, on peut manger une pizza à midi et aller travailler après sans s'endormir. Voilà, c'est vraiment très digeste. Et qu'est-ce qui est beaucoup plus compliqué? Ah bah tout, c'est vivant. Donc en fait, vous devez tenir compte de l'humidité, de la température. Moi, je peux pas arriver au restaurant, ouvrir le resto avec mes clés, arriver, faire mes pesées farine, eau, huile d'olive, sel et prendre dans le frigo mon cube de levure et mettre mon gramme. Je peux pas faire ça. Je dois arriver au resto, nourrir mon levain, c'est-à-dire rajouter de l'eau et de la farine pour le nourrir, pour l'entretenir. Et là, il va monter, la pâte va monter dans le bocal. J'ai dans un petit bocal en verre. La pâte monte. Et c'est que le levain, ce n'est que quand il a atteint son maximum de pouces que je dois en prélever une partie et le mettre dans ma cuve pour pétrir. Donc je dois attendre. Et ce temps de pouces n'est pas le même en été comme en hiver. Donc je dépends de la météo. Mais c'est ça que j'aime bien, c'est-à-dire que tous les jours, je remets une pièce dans la machine de la réussir, ma pâte. J'utilise pas d'outils. Alors, il y a beaucoup de boulangers au levain qui utilisent des outils. Ils ont raison, hein, des pH-mètres, des thermomètres pour mesurer la température de l'air, de la farine et de l'eau. Ils font des savants calculs. Moi, je suis pas du tout scientifique, donc ça m'embête au plus en point de faire ça. Donc moi, j'utilise une technique qui est empirique. C'est-à-dire que je l'ai tellement fait de fois, Judith, que je considère maintenant que j'ai un petit savoir-faire. Et donc, des expériences que j'ai faites, j'en ai tiré des conclusions. C'est de l'empirisme. Et donc, vous êtes une artisan, on comprend bien, qui acquiert son savoir-faire en travaillant avec les mains. Pour vous, la cuisine, c'est un métier physique. Oui, tout à fait. Et vous êtes aussi, quelque part, une ingénieure. Vous dites même, le levain apporte une note lactée, un peu yaourt, grâce à l'acide lactique, et un léger goût vinaigré, grâce à l'acide acétique. Tout à fait. Donc, vous expérimentez, vous l'avez dit de façon empirique, en changeant à chaque fois un seul ingrédient pour mettre au point, de manière donc empirique, la pizza que vous souhaitez. Oui. Et cette expérimentation quasi scientifique, là, elle vous a pris combien de temps? Quand est-ce que vous êtes dit, là, ça y est, j'ai le résultat que je veux? Oui. Alors, j'ai changé, donc ce que vous venez de dire, j'ai changé pendant 6 mois. C'est quand j'ai commencé. Ça a été 6 mois de travaux pour mettre au point cette pâte à pizza. Je changeais chaque semaine, j'avais un carnet, je changeais un ingrédient, j'observais ce qui se passait. Je dirais 6 mois, voire même
1 an pour que je sois complètement satisfaite du résultat final qui était la pizza. Et en fait, donc ça, j'ai créé 2 choses avec ce processus empirique. J'ai d'abord travaillé sur le mélange de mes farines, le blend, parce que j'utilise 5 farines différentes. Donc chaque semaine, je changeais le grammage d'une des farines et je voyais ce que ça apportait et donnait, que ce soit en goût et en texture. Et en parallèle, je menais aussi un travail empirique sur le processus de fabrication de cette pâte à pizza que je crée avec un ingrédient vivant. Donc, qui dit vivant dit par définition instable. Le levain, c'est complètement instable. Donc, il fallait que je crée quelque chose de stable avec de l'instable. C'est ça le challenge. Mais c'est ça que j'adore. C'est-à-dire que, pour moi, le pizzaiolo qui fait tous les jours la même chose, je sais pas, moi, personnellement, je m'ennuierais. Là, je dois créer du stable avec de l'instable. Moi, c'est ça que j'adore. Et donc, vous n'êtes pas seulement une artisan, une ingénieure, vous êtes également une artiste, puisque chaque pizza est unique, différente de celle de la veille et différente de celle du lendemain. Oui. Et donc, est-ce que vous iriez jusqu'à dire que la pizza, votre pizza, c'est vous, comme des artistes disent, avec leurs œuvres d'art, disent c'est une partie de moi? Ben écoutez, je crois que je peux le dire. En tout cas, il y en a d'autres qui le disent. C'est-à-dire que j'ai une clientèle fidèle de gens qui me suivent et qui aiment mes pizzas. Et quand c'est pas moi, ils me disent elle n'avait pas le même goût. Donc, et pourtant, j'ai formé mon second. Je l'ai formé, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble. Moi, je considère que il est mes yeux et mes mains. Quand c'est pas moi, j'ai entièrement confiance en lui, Felipe. Et non, j'ai beaucoup de clients qui me disent quand c'est pas toi, c'est différent. Et je me dis même que comme je pétris à la main, vous savez, peut-être que il y a un peu le goût j'apporte une petite touche en plus qui est propre à moi, à ma flore bactérienne personnelle. Je sais pas, c'est ça ma signature. Mais le rapport entre vous et l'art, on comprend bien, surtout vu vos origines et votre famille, mais le rapport entre la pizza et l'œuvre d'art, là, c'est un peu plus compliqué quand même de suivre. Mais alors, j'essaye parfois je me dis qu'une pizza, quand elle est crue et que je l'étale sur le marbre, je compose en fait. Je mets des ingrédients et ça peut être un tableau et elle peut être aussi belle qu'un tableau. Parfois, j'essaie d'en faire quelque chose d'artistique. Après, moi, je suis pas trop pincette et j'aime bien que le goût, pour moi, ce qui est quand même primordial, c'est le goût et que ce soit bon. Elles sont excellentes. Et aujourd'hui, vous êtes passé de la rive gauche de Paris-Montparnasse à la rive droite. Alors, c'est pas la même clientèle. Oui. Quelle est la différence et qu'est-ce que ça change quoi pour vous? Alors j'ai été pendant 3 ans chez Initio avec Robert qui est le patron avec qui on a travaillé, on a mis au point cette recette. Montparnasse, c'était plutôt une clientèle d'habitués, mais je dirais un peu plus âgés. Et puis pas mal de touristes parce qu'on avait la gare Montparnasse à côté. Là, je suis actuellement à Colonel Fabien. C'est beaucoup plus jeune. Oui, c'est moyenne d'âge 20-30 ans. On est un bar à vin nature, donc pareil, c'est plutôt branché. Le centre culturel de Belleville. Oui, tout à fait. Donc oui, c'est plus jeune. Et le lieu où on déguste une pizza, c'est pas indifférent. Et donc, ça peut être un restaurant classique, vous l'avez dit, mais ça peut être aussi un lieu plus moderne où la restauration, elle est associée à plusieurs activités. Et donc, vous avez travaillé à Belleville et vous allez travailler dans un lieu d'exposition et de concert dans le 19e arrondissement à Paris. Tout à fait. Vous, quelle est votre préférence ? J'aime bien faire partie d'un projet qui est plus grand que moi. Je trouve ça très inspirant. Donc là, Print, qui va commencer en mars, oui, ça m'excite en fait. Ça va être des expos de photos, des concerts avec le label Cracky Records et avec un chef, Alexis Bijaoui, qui est un chef qui fait de la cuisine plutôt gastronomique, une très belle cuisine, très authentique. Oui, franchement, faire partie d'une aventure comme ça avec des gens très talentueux, je trouve ça plus intéressant que d'être dans mon restaurant et être seule finalement. Là, c'est faire partie de quelque chose de plus grand que moi, que je trouve très intéressant. Et donc, dans cet espace, il y aura un endroit qui vous sera dédié? Tout à fait, oui, où je ferai mes pizzas 2 soirs par semaine. Alors, pour le moment, vous êtes chef de cuisine, on apprécie votre talent, mais vous n'êtes pas la patronne. Et donc, vous ne pouvez pas déposer de brevet. Est-ce qu'on peut vous copier, Marthe Brejon?
Oui, oui, évidemment, il y a pas de c'est pas possible, on peut pas déposer une recette. Malheureusement, j'aimerais bien. Oui, on peut me copier. C'est quelque chose qui m'a longtemps et qui, je pense encore même aujourd'hui, parfois me perturbe un peu, parce que j'ai mis tellement de temps à mettre au point cette recette. Voilà. Ça a été un travail harassant. Parfois, les gens ne comprennent pas à quel point ça a été dur. Et du coup, oui, c'est un sujet sensible. Après, on me dit toujours, mon mari notamment, Tristan me dit tout le temps, non mais Marthe, on peut te prendre ta recette, le savoir-faire, c'est toi qui l'as, la passion et l'amour du Cilento par exemple, et avec les produits que tu ramènes, c'est toi qui l'as, ça c'est ton histoire, et personne ne peut te copier. Donc il me rassure comme ça, et je pense qu'il a raison. Et un jour, je parlais avec des boulangers au levain. Donc on fait un peu le même travail. Il me disait, mais nous, en boulangerie, vous savez, c'est du carrelage blanc partout. En boulangerie, les recettes sont écrites au marqueur à la main et elles sont pas cachées, elles sont à la vue de tous, de l'apprenti jusqu'au chef boulanger. Tout le monde peut les voir. Et c'est vrai qu'en fait, ce qui compte, c'est le geste. Et avoir la même recette, mais le plus, ce sera avoir la gestuelle, le savoir-faire, l'artisanat. Donc il faut que je me détende un peu là-dessus. Mais en tout cas, on comprend que la restauration, c'est un milieu de business, Oui. mais c'est aussi un milieu de concurrence, enfin de compétition et de concurrence. Et parfois, on peut faire des coups bas, des coups tordus. Oui, oui, bien sûr. Je ne sais pas si ça a à voir avec le fait que le milieu soit masculin ou pas, mais en tout cas, ouais, j'en ai connu des coups bas en étoilé. J'avais mon chef de partie qui, alors j'étais plus âgée que lui. Parce que j'avais fait des études, tout ça. Donc moi, je suis arrivée, j'avais déjà 25 ou 26 ans. Lui, il en avait peut-être 20 à tout casser ou 21. J'étais sous ses ordres. Bon, moi, ça me posait pas de problème. Et donc, j'obéissais à tous ses ordres. Mais je pense qu'il devait pas aimer le côté un télo, qu'est-ce qu'elle fout là. Et donc, il venait à côté de moi et il donnait des coups de pied dans les timbres. Donc, le timbre, c'est les frigos en cuisine qui sont sous les plans de travail. Et il donnait des coups de pied et il me criait dessus et il essayait de m'intimider, mais il me tapait pas, mais il tapait le frigo à côté de moi. Alors que j'étais en train d'émincer mon oignon. Donc ça, là, je suis allée voir le chef. J'ai éclaté en sanglots, en larmes dans le bureau. Je lui ai dit, je pars. Il m'a dit, non, c'est hors de question, tu pars pas. Je vais aller lui parler. Et il m'a changé de partie. J'étais aux garnitures, viande poisson. Et il m'a mis aux entrées. Donc oui, ça arrive, malheureusement. Et ça peut vous arriver même plus tard, même quand on a plusieurs années d'expérience. Oui. Bon, alors maintenant, j'essaie de plus me laisser faire, mais c'est vrai qu'il faut se battre pour... c'est pas un milieu de bisounours, ça, c'est sûr. Vous nous avez expliqué votre rapport à la nature vivante, aux produits du terroir, au processus de fabrication artisanale et artistique, mais vous êtes aussi sensible à la reconnaissance des autres. Alors, quel est votre rapport aux clients et est-ce que vous aimez partager avec eux votre passion? Parce qu'on vous sent passionné par ce que vous faites. Eh ben oui, j'adore aller faire... chez Initio, la cuisine était vraiment au fond du restaurant, donc moi j'aimais beaucoup sortir et aller les voir, aller voir la table qui avait fini, qui avait mangé la pizza. Et ce que j'aimais bien, c'était qu'on avait une vraie clientèle d'habitués. Et donc ces 6 gros premiers mois où on faisait le travail de R&D avec Bob, on leur demandait aux habitués, alors, est-ce que tu as vu, la pâte, elle a changé depuis la semaine dernière, on a changé tel truc, est-ce que ça te plaît? Ça, j'aimais beaucoup. Et au centre culturel, ce qui était très bien, c'était que là, j'étais en cuisine ouverte. Donc là, j'ai les clients c'est même plutôt eux qui viennent à moi, parce qu'ils veulent voir le four, ils veulent voir la pizza faite en direct, c'est quand même quelque chose de beau, je la fais tourner. Alors, moi, je la lance pas, mais je la fais tourner dans mes mains, et c'est quand même une très belle scénographie. Donc là, j'aime beaucoup raconter ce que je fais parce qu'au final, on bosse beaucoup dans la restauration, c'est beaucoup d'heures, mais en fait, la satisfaction, justement, c'est ce client qui me dit c'est une des meilleures pizzas que j'ai jamais mangées. Et quand c'est des Italiens, alors là, je suis encore plus ravie. Donc c'est une super récompense. C'est ça qui me motive. Et il peut y avoir des échanges fructueux, des conseils même qui peuvent vous influencer ou pas? Des conseils non, j'en ai pas eu. Non, j'ai pas beaucoup de pizzaiolos qui viennent me voir, mais je serais ravie. Alors, pendant le Covid et le confinement, vous avez fait d'ailleurs des gâteaux pour les soignants. Oui. Alors, est-ce que plus généralement, du coup, l'autre, c'est important pour vous?
Mais la relation à l'autre. tout à fait. Je sais pas si c'est lié, mais sans doute un peu. Moi, j'étais enceinte pendant le confinement. J'ai vraiment accouché 2 jours après le 11 mai, 3 jours après. Et du coup, le fait d'être enceinte, d'avoir un petit bébé, ouais, c'était important pour moi, la vie, la vie. On y a eu tellement de morts que oui, je pense qu'on était tous mobilisés. Moi, je faisais partie d'une association de mon quartier, et oui, c'est important. Et comment vous conciliez la pizza, donc votre passion professionnelle, et la vie de famille avec 3 enfants, dont 2 jumeaux, et la vie de couple? C'est un challenge quotidien, mais j'y arrive grâce à mon mari, ça il n'y a pas photo. S'il n'était pas là, je n'y arriverais pas. Donc lui, c'est une maman, c'est comme une maman, quoi. C'est un papa moderne. Il fait tout aussi bien que moi, et voilà. Mais après, voilà, ça devrait être normal et partout comme ça. Mais bon, il s'en vante pas en tout cas. Il fait les choses et il s'en vante pas. Il les fait très bien. Et du coup, c'est ce qui me permet d'aller sereinement travailler le soir, parce que je travaille surtout le soir. Donc c'est vrai que c'est des sacrifices. Mais je dois avouer que quand je suis au restaurant, je ne pense pas à mes enfants, et je suis complètement dedans, dans la pizza qui doit sortir parfaitement cuite. Mais après, j'ai eu 6 mois de congé mat, parce que avec les jumeaux, c'était 6 mois. Et en fait, je passais tout mon temps avec eux, et je trouvais quand même le temps long. Quand j'ai repris le travail, je les voyais beaucoup moins, mais je trouvais que le week-end était un temps beaucoup plus qualitatif que d'avoir une semaine ensemble où moi, j'étais pas très heureuse. Ouais. Donc, je préfère les voir moins, mais de manière... Je coupe mon téléphone, je travaille pas, et vraiment, je passe 48 heures merveilleuses avec eux, plutôt qu'une semaine entière, mais pas... Vous voyez, pas concentrée, je suis à moitié présente. Voilà. Et qu'est-ce que, dans vos temps libres, oui. Est-ce que vous avez des sources d'inspiration pour la créativité? Comment vous vous inspirez? Alors, je m'inspire de plusieurs choses. J'aime bien aller voir ce que font les chefs dans les restaurants que j'admire, les chefs que j'admire, qui font un travail de fou. Donc ça, je dirais peut-être pas, j'ai pas envie de dire pour copier, mais plutôt pour prendre la température de la tendance, de ce qui se fait. Faut quand même rester un peu à la page. Après, les inspirations, elles viennent pas mal du catalogue des fruits et légumes que nous fournissent nos fournisseurs et qui changent avec la saison. Là, c'est l'hiver, il y a plein de choux. On peut essayer de faire quelque chose avec. Donc, c'est plutôt en voyant ce que j'ai sous les yeux et en me disant, j'ai ça à disposition. Qu'est-ce que je pourrais bien faire comme pizza qui serait sympa avec tel légume, telle charcuterie, je l'ai pas utilisée depuis longtemps, est-ce que je pourrais tester et faire ça? Mais parfois, la pizza reste dans ma tête pendant 1 an. Moi, j'ai sorti au printemps dernier une caperi et limonée, donc c'est capre et citron. Je pense que je suis pas du tout la seule à le faire, hein. Mais ça faisait 1 an que j'y pensais et j'arrivais pas à la sortir, j'avais pas les bonnes capres, je voulais utiliser des feuilles de caprier, mon fournisseur n'en avait pas, donc c'était toute une galère. Et un jour, j'ai pris le taureau par les cornes, je suis allée les acheter, j'ai pris le bon citron de la côte amalfitaine et j'ai fait des tests et je l'ai sorti. Mais parfois, voilà, elle peut rester tournée dans ma tête pendant plusieurs mois. Et à Belleville, par exemple, il y avait que 4 ou 5 sortes de pizzas à la carte. Oui, tout à fait, je change. J'essaie de changer, en fait, une pizza par semaine ou toutes les 2 semaines. Et comme ça, en 1 mois, la carte a totalement changé. Voilà. Et j'aime bien avoir une carte courte parce que comme ça, tout est frais. Pour moi, il n'y a rien de pire que les menus de restaurant où vous avez 20 plats. Est-ce qu'un jour, vous allez ouvrir votre propre restaurant pour réaliser la prophétie de votre grand-père, dont vous parliez au début d'émission? Un jour, Marthe, nous ouvrirons un restaurant ensemble. C'est mon rêve. Il est dans ma tête déjà. Je sais déjà comment le décorer, tout ce que je veux faire, les artisans avec qui j'ai envie de travailler, notamment une céramiste qui travaille dans le Cilento, dans les collines, qui est extraordinaire. Donc j'ai déjà tout, surtout la déco, et évidemment la cuisine que je ferai. Mais là, avec 3 enfants en bas âge, c'est pas ma priorité aujourd'hui. Donc plus tard, il faut se laisser des choses, et il faut se laisser des objectifs. Je pense que c'est mon objectif de 40 à 40 ans.
Voilà, ce sera ma crise de la quarantaine. Mais votre restaurant, vous l'imaginez en Italie, pas en France? Ah non, en France. Ah non, non, à Paris. Ah ouais, à Paris. Donc, ça sera avec des spécialités culinaires italiennes? C'est Ouais. ça le rêve? Ouais, le rêve, ce serait de faire venir encore plus de produits du Cilento. Parce que là, aujourd'hui, c'est encore compliqué. J'ai pas encore mis j'ai pas la bonne logistique pour les faire venir de manière régulière. Et donc, ce serait de faire une pizza avec des plats du Cilento, avec des produits du Cilento et faire travailler des artistes de chez moi. Donc, un restaurant exclusivement italien à Paris? Ouais. Voilà. Dans 4 ans, dans 4-5 ans, pourquoi pas. Bah, c'est ce qu'on vous souhaite. Merci. Merci infiniment, Marthe Brejon, d'être venue. Merci Judith. Et merci à vous tous d'avoir suivi cette émission. Vous retrouvez donc sur YouTube Première de France 24 et en podcast. Et on vous dit à très vite. Merci à vous toutes et à vous tous de votre attention.